Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette séance de questions-réponses consacrée à la facturation électronique pour vous, chers amis des professions libérales. Tout au long du mois écoulé, nous avons eu quelques webinaires un peu plus théoriques, informatifs sur cette fameuse facturation électronique, le pourquoi du comment c'est obligatoire, comment fonctionner avec cette fameuse facturation. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une séance où uniquement nous allons traiter vos questions et essayer d'y apporter une réponse. Vous avez un onglet chat où Michel nous a déjà dit un petit bonsoir, bonsoir à Michel ainsi qu'à Sandra qui est dans le chat en appui, en soutien à la modération. Elle vous partagera aussi les bons liens, elle pourra vous aider en cas de souci également. Par contre, ben, vos questions, c'est peut-être un peu plus facile pour nous si vous les mettez dans l'onglet Q&R. Donc vous voyez, hein, le petit onglet Q&R, c'est le point d'interrogation dans le petit phylactère carré. Donc c'est plus simple pour nous. Donc n'hésitez pas à nous faire, comme Michel, un petit coucou dans le chat pour qu'on soit bien sûr que vous êtes avec nous, parce que vous êtes encore assez timide ce soir. Et puis, ben, ne soyez pas timide justement, parce que le but, c'est que vous puissiez nous poser vos questions. Posez vos questions à Eric Bertrand que je vais accueillir. C'est un peu notre monsieur facturation électronique à nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Adrien, bonsoir à tout le monde. Ça va, tu vas bien? Oui, oui, très bien. La transition facturation électronique s'opère toujours autant? Oui, ben, on a toujours beaucoup de questions tous les jours au support chez nous. Donc voilà, la transition est ardue, allons dire. Ouais, j'imagine, parce que ben, c'est pas une mince affaire. Eric, on va peut-être recontextualiser un petit peu ce que tu fais dans la vie, hein, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc toi, tu es informaticien de gestion, donc tu t'occupes vraiment d'implémenter des programmes pour faciliter justement la gestion, que ce soit ben, des indépendants ou autres d'ailleurs. Oui, ça va de l'indépendant jusqu'à des très grosses structures, hein. On compte dans notre clientèle des très grands comptes, des comptes financiers, voilà, de grosses volumétries, mais également des TPE, des PME, des magasins, voilà, des entreprises de ferronnerie. Enfin, voilà, on traite près de 12 000 comptabilités, hein, donc c'est voilà, colossal. Et donc, ce boulot, en fait, a pour objectif de rapprocher ben, les éléments administratifs et de gestion quotidienne vers des outils et logiciels qui permettent de systématiser, automatiser pour gagner du temps et s'interfacer, ben, par exemple, avec les outils de l'administration pour générer des créations TVA ou que sais-je d'autre, quoi. Mm. Ouais, donc Voilà. on imagine que tu as été inondé de boulot depuis cette annonce de ce passage à facturation électronique. On va peut-être recontextualiser un petit peu, Eric, le fameux qui est-ce que ça concerne déjà, parce que ça peut soulever pas mal d'inquiétudes ou même soulever, on va dire, des barrières, parce qu'on se dit, ah, je vais devoir y passer alors que finalement pas. Tout en sachant aujourd'hui que c'est une séance de questions-réponses destinée aux professions libérales et qu'il y a même une petite exception pour certaines. Absolument. Donc, la législation, hein, d'application 1er janvier 2026 sur la facturation électronique par le réseau PayPal sur des fichiers structurés, donc, est d'application pour tous les assujettis belges. Donc, si on émet ou si on reçoit des factures et qu'on est assujetti, eh bien, on est tenu d'employer donc l'échange par ce réseau et avec un format structuré. Et je dois parler également effectivement de cette exception, l'article 44, qui est la seule exception en fait sur les métiers médicaux, paramédicaux, qui sont exemptés de l'usage du réseau pour toutes les prestations dites thérapeutiques qui sont cadrées par le code, hein. Donc, par exemple, une formation pour un thérapeute, eh bien, là, il doit passer par PayPal, tandis qu'un acte thérapeutique de soins, lui, sera bien couvert par l'exception, hein, donc il ne sera pas obligé de passer par le réseau, quoi. Ouais, Voilà. donc dans les professions libérales et dans le médical, ben, on est exempté, sauf si, ben, par exemple, on dispense des formations, comme tu le dis, à ce moment-là, à ce niveau-là, on doit se mettre en règle. Voilà. Et si on vend sa voiture, par exemple, là, ça arrive une fois, sa voiture de société, eh bien, il faut effectivement la faire passer par le réseau PayPal si vous la vendez à un autre assujetti.
belge. Donc évidemment, donc, si vous vendez cette voiture, par exemple, à un assujetti étranger, eh bien là, vous pouvez continuer à l'envoyer par email ou la donner en main propre, hein. Donc c'est uniquement entre assujettis belges pour le moment. Ok, eh ben voilà, donc même si que ce n'est que pour de petites factures de temps en temps, eh ben, dans le cas de la voiture par exemple, il faut y passer. On expliquera aussi certaines solutions justement ben, pour ceux qui n'ont que une, deux, trois factures à émettre par an, parce qu'il y a évidemment plein d'outils. On va commencer dès lors la soirée et ces questions avec question de Michel pour commencer. Une première question, Michel, c'est une petite fiduciaire. Il a des clients sociétés et personnes physiques. Ceux-ci n'ont pas choisi le même programme de gestion que les miens. Comment cela va se passer avec PayPal en pratique pour recevoir comme précédemment leurs documents comptables? C'est vrai que lorsqu'on a eu des sessions un peu plus théoriques, on conseillait en tout cas aux indépendants, indépendantes, de choisir un programme qui est compatible avec celui de leur comptable, parce que ben, c'est un peu la première porte d'entrée. Ici, ça n'est pas le cas visiblement pour Michel. Donc, comment faire? Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, la responsabilité de votre client pour la fiduciaire, eh bien, c'est de transmettre tous les documents qui sont nécessaires à la rédaction, à la réalisation des documents administratifs obligatoires, hein. Donc, vous avez besoin de toutes ces factures ben, pour les déclarations, pour les bilans et compagnie, et c'est à votre client de vous les transmettre. Et alors, pour vous les transmettre, il faut, je vais dire, essayer de trouver un lieu commun entre vos clients et vous-même à travers ben, une méthode ou un moyen pour le faire. Donc, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est le fichier XML, la facture électronique maintenant, c'est plus un PDF. Donc, cette facture XML qui est la facture originale, qui devrait être potentiellement restituée à première demande à un fonctionnaire en cas de contrôle, et bien dans ce cas, il faudra pouvoir, je vais dire, conserver ces factures pour vos clients dans vos dossiers comptables. Donc, il faut que vous fassiez comprendre à vos clients que c'est important, c'est de transmettre et d'acheminer jusqu'à vous ces fichiers XML, puisqu'ils ont pris la liberté, je vais dire, de prendre un autre logiciel ou pour des raisons pratiques aussi, hein. Peut-être qu'ils ont besoin d'un ERP ou d'un logiciel spécialisé métier, comme voilà, qu'une fiduciaire n'était pas en position, en possibilité de mettre à disposition. Mais dans ce cas, il faut éventuellement prévoir soit d'envoyer automatiquement, systématiquement un email vers une adresse mail dédiée chaque fichier XML que votre client recevrait. Hein, donc, on a ça dans pas mal de logiciels de comptabilité. Les plus gros, hein, Winbooks, Bob, Horus et d'autres, permettent d'avoir des adresses mail monitorées. Donc, on crée des adresses mail liées à des dossiers et vous dites à votre client d'envoyer systématiquement au fur et à mesure les fichiers XML, tant d'envoi de factures, donc hein, de factures de vente, tant donc des factures d'achat, vers cette adresse email, de sorte à ce que cela puisse être acheminé dans vos logiciels de compta pour donc traiter ces factures et réaliser des migrations ad hoc. Ce sont des programmes gratuits, il dit Michel ici, dans le cas visiblement de sa clientèle, visiblement. Oui, Euh, peu importe qu'il soit gratuit ou non, au bout du bout, il y a quand même des fichiers XML qui sont là. C'est les fichiers donc, de facture originale et c'est ceux-là qui doivent échoir dans la comptabilité d'une manière ou d'une autre. hmm. Donc voilà, il faut peut-être voir du côté de Michel quel programme de compta il utilise et quels sont les moyens de récupération de ces documents. Hein, si on sait faire des adresses mail monitorées, comme je le disais, mais ça peut être un fichier zip qui inclut tous ces XML qui sont envoyés par email ou ça peut être transmis avec une clé USB aussi. Hein, voilà. C'est Octopus, je fais le SAV en temps direct. Voilà. Octopus pour Donc Michel. Octopus a des outils qui permettent de faire l'expédition et l'acheminement des fichiers XML, hein, donc qui viennent de vos clients. Hein, donc voilà. Donc ça, il faut voir du côté Octopus. Je pense qu'il y a des adresses mail monitorées et je pense même qu'il y a un espace de stockage partagé avec le comptable. Donc vous pouvez donner accès à la plateforme et vos clients pourront prendre les fichiers XML sur leur outil pour les déposer sur Octopus pour que vous les ayez dans votre dossier, quoi. Ouais.
On va peut-être rappeler ce que c'est, hein, le fameux fichier XML pour ceux qui Oui, ne savent pas, parce que elle est un peu là finalement la vraie révolution de cette facturation électronique, c'est que tu es confronté, j'imagine, à plein d'indépendants qui ont toujours fait leurs factures limite soit à la main, sur Word, sur Excel, ils imprimaient un PDF ou ils l'envoyaient par mail et pour eux ils faisaient déjà de la facturation électronique. Sauf que non, ici finalement, l'original, ben, c'est un fichier, un peu allez, on va dire opaque obscur, hein, pour ceux qui ne sont pas informaticiens. Et c'est ce fameux fichier qui fait office d'original maintenant. oui, absolument. Donc, ce document peut avoir des annexes et on peut en faire une représentation graphique au format PDF pour qu'on puisse le lire. Mais a priori, c'est les logiciels qui doivent être capables de les lire pour afficher, par exemple, le total ou les articles qui sont inclus dedans, quoi. Donc, ça pose parfois des problèmes parce que parfois, avec ce fichier XML, il n'y a pas de représentation graphique du fichier. Et donc, on peut en simuler pour voir le contenu. Et les logiciels, ben, parfois, n'exploitent pas toutes les informations qui sont présentes dans ces fichiers XML, ce qui peut parfois poser des problèmes dans certains problèmes de comptabilité parce qu'on ne sait pas voir la nature des produits présents dans la facture, ce qui pose des problèmes d'imputation pour les comptables. Et Michel me comprendra. Donc là, il est important en fait de pouvoir interpréter le contenu de ces fichiers XML pour pouvoir faire une imputation correcte et l'exploiter correctement. Si bien qu'on a des cas tout à fait particuliers de clients qui donc ont généré un PDF avec le fichier XML et qu'ils ont conservé. Il y en a même certains qui les ont imprimés pour encore les mettre dans leur farde. Et puis ils ont supprimé leur fichier XML. Voilà, en disant, ben voilà, je l'ai ma facture, c'est le format PDF. Ben non, en fait. Non, non, il faut absolument conserver l'XML et c'est cet XML qui doit être acheminé jusqu'à la comptabilité et être conservé un minima 7 ans, quoi, hein. Voire Ouais, plus si c'est sur un bien amorti, quoi, hein. Donc voilà, le fichier XML, oui, c'est là qu'est la révolution. En fait, le PDF, c'est pas la facture, quoi. c'est ça. C'est ce fameux fichier qui peut être parfois un peu plus opaque, un peu plus compliqué si on n'est pas trop branché informatique. Alors, n'hésitez pas à faire comme Michel, hein, comme le dit Sandra dans le chat, à poser toutes vos questions, car on est là pour ça. Et d'ailleurs, je vois que Michel, justement, a remis une question, mais on va reprendre celle qu'il avait mise juste avant. Michel, il a un client qui est très âgé, et tu sais bien que parfois les plus anciens sont réticents au changement. Il ne veut et ne peut se mettre à la facturation électronique. Est-ce que Michel, en sa qualité d'être son comptable, peut se substituer à lui pendant quelques mois? Alors, juste avant de répondre à la question, j'ai partagé en fait Ouais. un fichier XML, comme ça vous en verrez un. Hein, donc, on sait lire, hein. Donc, si on regarde correctement le contenu, on voit qu'ici c'est une facture en provenance d'IKEA, quoi, en fait, hein. Ouais, Et on sait voir les totaux, hein. Donc, ok, c'est un peu bizarre comme fichier, mais il est quand même plus ou moins lisible, quoi. c'est du code, quoi, finalement. Oui, c'est du code lisible, on va Voilà. dire. Voilà. Et donc, je reviens au cas de Michel, qui est un client très âgé, qui est réfractaire au changement. Il ne veut pas se mettre à la facturation électronique. Il ne peut pas, même, nous dit Michel. Est-ce que dès lors, Michel, en sa qualité de comptable, peut se substituer à lui pendant quelques mois? Alors, c'est une question de mandat, hein. Donc, les comptables peuvent avoir un mandat de gestion, hein, pour émettre et recevoir des factures allez, en termes de travaux de secrétariat pour un tiers, quoi, hein. Donc, il s'agit de sous-traitance de prestations administratives. Effectivement, pour peu que vous ayez mandat, ben, vous pouvez souscrire à un produit capable d'émettre et de recevoir des factures électroniques au format PayPal et de les intégrer à la comptabilité et en même temps, par exemple, de lui envoyer une copie PDF, quoi. Hmm. Et éviter les amendes, dit Michel également. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé ce point. Il y a une période, on a dit, on va dire, de transition, comment dire, un peu plus légère finalement avant les amendes, mais il est temps de s'y mettre, quoi. Oui, absolument. Donc, donc la législation, en tout cas l'arrêté royal de mise en application du 8 juillet 2025 impose donc des amendes en cas de non-application de la facturation électronique par le réseau PayPal à partir du 1er janvier 2026.
Et donc, l'administration a fait une déclaration par le site d'e-facturation notamment, donc de Bossa, hein, dans lequel vous retrouverez régulièrement d'ailleurs des informations et des publications sur l'évolution du réseau et des fonctionnalités en rapport avec la facturation électronique. Et ils ont publié en fait qu'il y avait une période de tolérance de 3 mois pour peu qu'on démontre qu'on ait entamé des démarches visant à se mettre en ordre. Donc, ceux qui ne sont pas, ou si vous avez des clients qui ne sont pas encore sur le réseau PayPal, il faut les y inscrire en fait. Le fait d'être déjà inscrit, ben, ça permet de rentrer dans cette période de tolérance d'application de ces amendes qui sont de 1500 € première infraction, 3000 deuxième, 5000 troisième, ainsi de suite, et avec des amendes supplémentaires, avec des constats séparés de 3 mois. Donc c'est quand même sérieux et il faut, oui, je pense qu'il faut quand même s'inscrire sur une plateforme, même si c'est pas, si on n'est pas tout à fait sûr qu'on utilise la bonne plateforme ou si vous avez un doute, prenez Dockel par exemple, hein, on vous mettra le lien également. C'est simple, c'est facile, c'est connu. C'est une plateforme qui est soutenue par des banques aussi, donc qui sert de gestion documentaire aussi, donc qui s'occupe de la conservation également des factures. Donc c'est une bonne solution pour se mettre en conformité très rapidement. Mais c'est clair que voilà, voilà, faut le faire. Ouais, très Vraiment. clair. Alors, Michel a encore une question et qu'il n'hésite pas, surtout si vous avez d'autres questions, Michel, on est bien évidemment là pour ça. Il dit que vu son âge, il aurait bien besoin d'obtenir une formation pour utiliser ce programme, donc Octopus dans son cas. Comment trouver des utilisateurs zélés et disponibles à donner cette formation? Il y en a. Il y en a. Donc Octopus est quand même relativement répandu, hein. On a quand même allez, une adoption de plus en plus forte, donc il en existe. Le mieux, c'est de demander directement au support d'Octopus, hein, donc qui répondent à ce genre de demande, même si c'est lent de leur côté aussi, parce que leur support est aussi largement sollicité. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser des vidéos formations. Alors les vidéos formations, c'est intéressant aussi parce que vous pouvez y revenir et ça va à votre rythme. Si vous devez la regarder 3 fois, ben vous pouvez, vous savez y revenir facilement si vous avez oublié un élément ou un autre. Donc voilà, un support vidéo, moi je suis plutôt favorable pour ce genre de choses. Et alors je tiens à démystifier aussi en fait l'usage de ces plateformes. C'est bien moins compliqué qu'il n'y paraît. Une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, à partir de là, on peut estimer qu'on maîtrise en réalité. Ça ne demande pas d'être un génie en informatique. Bien loin de là, c'est plutôt vulgarisé, plutôt simpliste comme usage. Et d'ailleurs, dans les supports hein, que je pense que vous allez recevoir aussi du séminaire que j'ai donné sur toute l'explication, il y a des vidéos formations, enfin, vidéos démonstrations et où je démontre en fait en 3 minutes l'envoi de 2 factures et la réception aussi rapide et où en fait c'est extrêmement simple hein, en réalité à l'usage. Donc c'est des concepts et des questions compliquées, toute cette question de allez, je vais dire, mélange entre le digital et le législatif qui rend la chose un petit peu rébarbative ou un petit peu, voilà, compliquée à admettre ou à sentir. Alors que à l'usage, en réalité, une fois qu'on l'a fait pour la réception, c'est hyper simple et là, pour l'envoi, ma foi, créer une fiche client et indiquer un article et appuyer sur un bouton envoyer, c'est quelque chose de faisable et on a mis en route beaucoup de clients ces derniers mois qui ben voilà, étaient à Word et Excel pour faire des factures et on les a mis en route. Et finalement, les retours d'expérience qu'on a sont plutôt positifs. On entend dire, bah oui, finalement, c'était quand même plus facile comme ça, quoi. Ouais. Ben, je vais aller dans ton sens parce que je vais prendre l'exemple de mon papa qui est indépendant, qui a 68 ans, qui a toujours fait sa comptabilité sur Excel, je pense, et il envoyait ses PDF. Et donc, ben, il a dû s'y mettre et il m'a envoyé ma première, parce qu'il me facture, hein, il me fait pas Papa d'envoi de facture, facture. voilà. Il me fait pas de cadeau. Mais il m'a dit directement que ben, finalement, ça avait été quand même bien et que ben, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Donc, comme quoi, ben voilà, il y a que le premier pas qui coûte et une fois qu'on a mis les mains dedans un petit peu, ben, Oui, c'est sûr qu'il y a des adaptations qui sont propres au métier, par exemple aussi. Hein, ça,
tu as dû t'y faire aussi, hein, parce qu'il y a plein de corporations qui ont leurs spécificités et que ben, fatalement les programmes n'étaient pas adaptés à 100% pour ces spécificités-là. Mais finalement, avec un peu de temps et d'adaptation, on s'y fait. Justement, Michel lui dit que, comme tu disais, contacter le support de Octopus, ben, les supports ils sont submergés, hein, pour le coup. Il utilisait Ciel, que c'était Oui. plus difficile. Je vois que tu Et confirmes. essentiel, voilà, c'est fini, hein, donc, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, comme Michel, et si Michel a d'autres questions, à nous les poser. On est bien évidemment là pour ça, encore durant 40 minutes. En attendant, ben, on a reçu d'un confrère de Michel 2 questions par email. Tu prenais l'exemple de Dockel tout à l'heure. Ben, je pense que ça va être déjà un élément de réponse, parce qu'il nous dit, pour un indépendant qui n'a que très peu de factures annuellement, 2, 3, en B2B, quelle est la solution finalement la moins chère sur PayPal? Moi, je suis assez pour Dockel, hein, que j'ai déjà cité. Donc, en fait, en réception, c'est réellement gratuit. Donc, vous n'avez voilà, aucun frais. Pour l'envoi, il y a un petit abonnement de 3-4 € par mois pour émettre voilà, une série de factures. Et voilà, je pense que c'est le moins cher que j'ai trouvé qui offre en plus la fonctionnalité de la conservation des XML, donc de la facture. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est leur métier de base, hein, la conservation des documents. Donc ils font ça pour les documents mutuels, les documents bancaires et compagnie. Donc en plus, vous pouvez avoir une plateforme qui vous permet également de centraliser d'autres documents que ceux de votre facturation électronique. Donc c'est plutôt une solution élégante, plutôt fiable, qui est soutenu par les banques et qui a cette fonctionnalité de conservation en plus. Donc c'est plutôt un triplé gagnant pour les entités qui voilà, ne nécessitent pas de grosses infrastructures ou de gros outils. Voilà. Cela étant, on peut parler de Bilit, de Bill2Box et d'autres. Hein. Donc il y a d'autres plateformes qui sont aussi très très bien pour la facturation, mais je dirais que voilà, comme produit d'entrée, c'est pas mal. C'est vrai, parce que finalement, c'est un peu comme dans tous les cas de figure, il faut choisir un produit qui correspond à ses réalités de terrain, hein. J'ai parlé des spécificités de certaines corporations, mais aussi à sa taille. Parfois, on entend souvent, hein, dans les retours qu'on a fait sur ces webinaires que beaucoup de gens avaient pris Odoo, soi-disant parce que c'était gratuit. Odoo, ça reste quand même un très gros outil, très complet, qui parfois n'est peut-être pas adapté à des besoins un peu plus légers. Et puis, ben, la gratuité, elle se paye un petit peu parce qu'il y a une licence, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il y a un abonnement de base quoi, en fait, hein, auquel il faut souscrire, et puis vous êtes rapidement amené à souscrire à d'autres abonnements et d'autres fonctionnalités. Donc voilà, je vais peut-être revenir sur le concept du 3x3. Hein. Ouais. Donc 3 catégories, 3 types de logiciels et 3 types d'interlocuteurs. Donc en fait, de la première catégorie de logiciels, on a parlé Docker, Bill2Box, Billit et compagnie, qui sont des plateformes web. Vous faites ça sur Internet, et donc vous n'avez rien comme stockage de votre côté. La seule précaution que vous devez faire, bah, c'est faire un backup de temps en temps, télécharger vos factures une fois de temps en temps pour dire d'avoir une copie chez vous ou sur un cloud quelconque au cas où. Alors le deuxième type de logiciel, bah, c'est par exemple Octopus, mais ça peut être Winbooks, Boborus. Et donc, ce sont des logiciels qui sont dédiés à des comptables, mais qui peuvent être utilisés dans les entreprises en direct également, mais surtout qui offrent la possibilité aux clients des fiduciaires d'utiliser une plateforme fille, je vais dire, de ce logiciel principal qui est dédié à la fiduciaire, dans lequel ils peuvent faire leurs factures, les recevoir, les transférer, et par exemple le mettre au paiement aussi. Donc là, l'interlocuteur idéal, bien entendu, c'est le comptable. Et puis alors, il y a les gros logiciels, donc je dirais gros logiciels, logiciels de gestion, ERP, gestion commerciale, gestion de prestations, gestion de production et compagnie. Donc style Odoo et d'autres. Hein, on a déjà parlé à plusieurs reprises hein, de logiciels comme Mercator et bien d'autres hein, qui sont disponibles et des super gros logiciels comme SAP ou Microsoft Dynamics et compagnie. Hein, donc la panoplie du côté des gros logiciels est très large. Et donc, on a la possibilité, avec ces logiciels, de faire appel à des informaticiens de gestion comme nous pour vous guider. Et donc, ça, c'est le 3x3. Finalement, c'est les plateformes web, et là, vous demandez à votre corporation, à vos collègues comment ils font, ou des discussions comme celle-ci, le SNI.
L'autre, c'est les logiciels avec les comptables. Et là, votre interlocuteur, c'est le comptable. Et les troisièmes, donc les plus gros logiciels métiers. Dans ce cas, eh bien, ce sera plutôt des informaticiens de gestion comme nous, quoi. Ok. Alors, ben, on a une nouvelle question de Michel qui dit, est-ce que tu as une plateforme pour obtenir une aide dans l'utilisation d'Octopus? Ce sera son dernier, à vous de juger. Parce que, ben voilà, Michel a de l'âge aussi et donc, ben, il a besoin un peu d'aide aussi, on le comprend, Michel. Oui, oui, mais je pense qu'il faut absolument se tourner vers le support d'Octopus, hein. C'est vraiment le plus important parce que parfois vous avez des réplications de vidéos sur Internet, mais qui ne sont pas toujours à jour, quoi. Donc il faut toujours faire attention d'utiliser voilà, les outils les plus à jour à ce sujet. Et sinon, vous avez des informaticiens de gestion qu'Octopus peut vous renseigner aussi, qui revendent et maintiennent Octopus, et eux pourront certainement venir faire des interventions avec vous, des prestations de télémaintenance et de guidance pour vous aider, quoi, en fait, hein. Ok. Donc, voilà, n'hésitez pas à essayer, même si, bah, comme vous l'avez dit, le support est un peu submergé, donc parfois on n'a pas de réponse à nos questions. Alors, je Oui, on est dans reviens. une période transitoire, hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ressolliciter les supports. J'étais ce matin chez un client qui m'a dit, oui, mais on attend un module depuis le mois d'octobre. Donc un autre module dans nos logiciels qui n'a rien à voir avec PayPal. Et donc, en fait, c'était pas hyper urgent et on le savait aussi. Et donc, je lui ai dit clairement, je dis, voilà, on est débordé avec PayPal, n'hésitez pas à nous redemander. D'ailleurs, j'ai fait suivre chez nous, hein, aux équipes pour qu'ils relancent cela. Mais donc, en fait, on commence à sortir la tête hors de l'eau progressivement, hein. Donc, on va encore avoir, hein, je vais dire, le gros coup avec le premier trimestre 2026 où on risque encore d'être submergé. Mais petit à petit, on va quand même retirer la tête hors de l'eau. On va pouvoir apporter du support plus fin, être plus présent pour répondre à des questions de soutien. Donc, n'hésitez pas à relancer les supports des différents logiciels. À un moment donné, vous aurez des réponses, quoi. Ok. Alors, on a une question de Corinne. Bonsoir à Corinne qui nous a rejoint. Elle est indépendante, libérale, sans TVA. Suis-je aussi obligé d'avoir un compte PayPal alors que je ne produis aucune facture, mais en demande beaucoup? Alors, on aimerait bien savoir aussi le métier peut-être de Corinne, parce que comme on est dans des professions libérales, il y a ce fameux article 44 Oui, dont nous avons parlé. Donc, si elle peut nous l'indiquer dans le chat, ça nous aiderait avoir un petit peu plus clair et en tout absolument. cas avoir une réponse qui est 100% correcte. Donc si elle peut, elle est kiné. Ah voilà, donc on a euh, On a souvent une confusion entre l'exemption donc de l'article 44 et le fait de ne pas être assujetti à la TVA. Et donc, en fait, en général, les kinés sont bien assujettis à la TVA et exemptés par l'article 44. Et donc, en fait, c'est probablement le cas, hein, ici, mais il faut bien vérifier auprès de son comptable, hein. Et donc, en fait, il s'agit donc d'une exemption donc, du code TVA par l'article 44 qui dit que si vous êtes une profession médicale ou paramédicale, eh bien, en étant même assujetti à la TVA, vous êtes exempté donc de l'émission et réception de factures au format défini par l'article 1 du code TVA. Donc, en fait, en gros, vous n'êtes pas obligé d'émettre et de recevoir ces factures et de faire une déclaration TVA. Et donc, vous ne devez pas utiliser PayPal. Euh, Sauf s'il s'agit de prestations qui ne sont pas dites thérapeutiques. Et donc ça, c'est là où il y a la subtilité, où il y a le point important pour vous, c'est que si vous faites des prestations thérapeutiques uniquement, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez des prestations comme de la formation ou du matériel que vous revendez à des patients, eh bien ça, on sort du cadre de l'exemption de l'article 44. Et si ces prestations de formation ou de revente de matériel sont en faveur d'un assujetti TVA, dans ce cas, vous devez passer par le réseau PayPal. Et l'exemple typique, c'est ma voiture de société, je suis kiné, je la revends au bout de 3 ans ou 4 ans, peu importe, hein, donc, mais je la revends à un assujetti TVA. Elle doit passer par le réseau PayPal. Voilà. Donc ça, c'est cette question du périmètre des métiers qui sont couverts par l'article 44 qui doit être bien maîtrisé. Et donc, en fait,
ce qui est possible, c'est que vous soyez inscrit, sans le savoir par votre comptable aussi, sur PayPal, de manière à ce que lui reçoive automatiquement ses factures euh, pour pouvoir les traiter pour votre déclaration fiscale ou votre bilan annuel. Donc, de toute façon, je préconise à tous les métiers médicaux, paramédicaux, de prendre une plateforme, et je reviens là-dessus peut-être bien Dockel à nouveau, qui est bien adapté à cela, pour faciliter la réception de ces factures. C'est gratuit et c'est plus facile, c'est plus simple. Donc ça, c'est clair que voilà, c'est intéressant d'envisager ça. Maintenant, si vous avez des interlocuteurs qui vous disent ah ben, non, on doit vous envoyer ça par PayPal, vous dites je ne suis pas assujetti à la TVA, et là vous n'êtes pas dans le spectre, là tout le monde doit comprendre que ce n'est pas une obligation, quoi. Ça, c'est la réalité. Là, je dirais, nul n'est censé ignorer la loi. Je sais en retrancher que derrière ça pour vous dire que si quelqu'un vous soutient le contraire, ben voilà, à un moment donné, je ne peux plus rien. C'est ça. Parce que les magasins me disent qu'ils envoient sur PayPal, et c'est vrai, donc on peut être sur PayPal, non pas pour émettre des factures, mais pour en recevoir. Oui, mais vous dites au magasin, voilà, je ne suis pas assujetti à la TVA. Voilà, et je veux ma facture. Et ils sont tenus de vous la donner hein, par la législation. Hein. Donc, voilà. Ok. Parce que c'est une question qui était arrivée aussi assez souvent. Ils ont refusé, visiblement. Où est-ce Oui, qu'ils ont eh refusé? oui, voilà. Alors, il y a deux types de refus, je dirais. Donc, on a un refus par ignorance. Donc, les gens ne maîtrisent pas le sujet, comme je viens de vous l'expliciter. Et l'autre point, c'est qu'on a des cas de figure où on a des fournisseurs qui disent, écoutez, c'est moi le plus fort, je suis un gros fournisseur, si vous voulez faire sans moi, ben, il n'y a pas de problème, vous n'êtes plus client. Et donc, c'est par PayPal ou c'est rien. Donc, on a ce genre de comportement. Hein. Voilà, j'ai le cas d'une association belge, une ASBL belge, qui échangeait des factures par le réseau PayPal avec une association, un centre de recherche norvégien. Et l'association norvégienne a dit les factures belges, maintenant c'est terminé, c'est par PayPal. Quoi. Et ils ont refusé une facture. Quoi. Ben, les suivantes, voilà, la SBL belge les a envoyées par PayPal, mais d'autres qui refusaient, quoi, c'est terminé. Quoi. Vous avez eu la même chose avec la Poste, qui a imposé automatiquement l'autofacturation à tous ses co-contractants, comme les libraires et les livreurs auxquels ils font appel. Et donc, ils ont imposé une méthode de travail donc d'échange de factures en autofacturation. Donc, et c'est comme ça et pas autrement. Hein, ils l'ont imposé contractuellement. Donc, c'est l'histoire du pot de fer et du pot de terre. À un moment donné, voilà. Cela étant, globalement, il va y avoir une pression sociale, socio-économique, je vais dire, pour la génération d'utilisation de PayPal. Alors, il y a quand même un cas qui n'est pas des moindres, dans lequel ça n'aura pas lieu. Je suis en personne physique, je suis un monsieur, madame lambda, je n'ai pas d'activité professionnelle. Voilà, il y aura d'autres choix que de me transmettre une facture pour la cuisine que je viens d'acheter, par exemple, au format email ou papier, quoi, hein, en tout cas dans un format standard, mais certainement pas par PayPal dans ce cas-là. Ouais. Parce que justement, on avait eu des questions lors de précédents webinaires, par exemple, de personnes qui ne savaient pas finalement s'ils devaient se mettre dessus ou pas. Par exemple, que toutes leurs charges finalement de domicile, l'électricité, le chauffage, l'eau, etc., c'était sur leur compte professionnel. Donc, est-ce qu'ils devaient se mettre sur PayPal quand même? Enfin, voilà, il y a des petites choses, parfois des petites pratiques à éclairer. Oui, c'est surtout pour la question de la déduction de la charge. Hein. Donc, vous avez une facture d'électricité sur votre bâtiment et la question est de savoir si, avant le passage à PayPal, est-ce que cette facture était adressée à Monsieur X, entrepreneur assujetti à la TVA, auquel cas le numéro de TVA de ce Monsieur X est présent sur la facture. Hein. S'il n'est pas présent, ça veut dire que c'est lui en personne physique, mais pas professionnelle en fait. C'est ça qui fait la bascule entre une facture professionnelle et une facture privée en réalité. Donc une fois que vous recevez cette facture, admettons professionnelle, et que vous avez un usage privé également du bâtiment, dans ce cas, lors de la réalisation de votre déclaration fiscale, vous aurez ce qu'on appelle des dépenses non admises. On va admettre que
vous ayez 30% d'usage professionnel de votre bâtiment, eh bien, vous aurez donc dans ce cas 70% de la facture qui seront rejetées en dépenses non admises de cette facture professionnelle. Alors, l'autre cas de figure, ce sera donc la facture qui arrivera à titre de personne physique, donc pas professionnelle, privée, donc. Et à ce moment-là, on va vouloir également dire, mais 30%, comment est-ce que je fais pour le mettre en charge dans ma déclaration fiscale professionnelle? Et là aussi, vous pourrez, allez, je vais dire comme si vous faisiez une note de frais entre vous et vous, hein, vous prenez ces 30% et vous les mettez en charge professionnelle directement. Donc, on inverse le processus, mais la déduction et les règles fiscales ne changent pas. Je vais même aller plus loin. L'obligation donc, au 1er janvier 2026 n'est que sur le vecteur d'échange de la facture. C'est-à-dire que toutes les autres règles, règles fiscales, règles TVA, règles, je vais dire, de recouvrement, clause pénale, intérêt et compagnie, tout ça reste d'application en fait. Rien ne change en réalité. Hein. Même à tel point que si on vous envoie une facture, ou on vous la donne même en main propre, alors qu'on est entre assujettis belges, eh bien vous êtes tenu de l'accepter, c'est bien l'original, mais celui qui vous l'a donné en main propre, en fait, est en infraction et risque une amende de 1 500 € à premier constat. Mais cette facture est éligible. Hein. Donc, si vous recevez des factures pas par le bon format, vous êtes tenu de les payer quand même. Hein. C'est ce que j'allais dire. On avait déjà eu la remarque de finalement, est-ce que je peux refuser de payer une facture si elle n'a pas été émise via PayPal à partir du moment où ça est l'original. C'est l'émetteur qui est en défaut, mais on est quand même tenu de payer cet émetteur. Évidemment, et je ponctuerai en disant que imaginez-vous avec toutes les difficultés et problèmes d'habitude, et problèmes de réglage des logiciels et toutes ces factures qui n'arrivent pas comme elles devraient, si personne ne payait les factures qui ne sont pas arrivées comme elles devraient, ou enfin, je dirais, il y aurait un petit trou dans le produit intérieur brut belge là ici au premier trimestre. Donc, le législateur a quand même pris la précaution de s'assurer de ne pas essayer d'impacter de trop l'activité économique réelle, quoi. Alors, on a reçu une question par mail avant ce webinaire, une question de Denis. Il plante le contexte. Il dit le contexte, c'est qu'une société assujettie en France fait le commerce de vêtements à des particuliers sur le territoire, dont la promotion locale est effectuée par des conseillères assujetties à la TVA dans le pays, en marketing de réseau. Afin d'alléger la question administrative, la société française s'autofacture mensuellement en reversant charge des commissions des conseillères. La question, c'est comment cela se passe-t-il concrètement? Je pense que déjà, vu le contexte, on a la réponse qui est toute trouvée. Oui, en fait, ça ne nous concerne pas. C'est en France déjà. Et donc, c'est la législation française qui est d'application, puisqu'on parle d'un commerçant français avec un numéro de TVA français, avec des fournisseurs de services, influenceurs ou marketeurs français également assujettis. Donc là, voilà, ça ne concerne pas la législation belge. Ils seront concernés à partir du 1er juillet, puis du 1er janvier 2027. Hein, donc, ils font la bascule là, maintenant devant nous dans les mois qui viennent. Euh, mais on peut peut-être transposer cette question à un cas belge, en fait. Hein. Donc, si on avait un commerçant belge qui a des fournisseurs, marketeurs belges, avec lesquels il veut faire de l'autofacturation pour donc les prestations qui ont été réalisées, eh bien, dans ce cas, ça doit passer par le réseau PayPal. Hein. Autofacturation ou pas, c'est PayPal. Hein, ça doit passer par là. Hein. Et par contre, imaginons qu'on ait un commerçant français, mais que les influenceurs marketeurs soient belges. Là aussi, on est en dehors de législation, il s'agit de factures intracommunautaires. Et donc, en fait, dans le cadre du projet VIDA, hein, donc le projet VIDA, c'est le projet européen de passage à la facturation électronique pour tous les pays de la communauté économique européenne, pour le 31 du 12 2029, eh bien, toutes les législations doivent être en application de cette facturation électronique entre assujettis nationaux. Donc, pour l'international, il n'y a pas encore de règles. Ça viendra, hein, il ne faut pas en douter. Mais pour le moment, l'objectif, c'est déjà de mettre en conformité tous les pays au niveau national pour pouvoir ensuite permettre l'échange au sein de la communauté économique européenne des factures électroniques entre assujettis TVA par le réseau PayPal. Mais ça, ce sera
une étape ultérieure car, je vais dire, l'application de cette facturation électronique aujourd'hui entre assujettis belges, ce n'est que le début d'un long cycle de digitalisation, tant sur ces problématiques hein, d'échange de factures internationales, mais également sur ces problématiques de déclaration TVA, où il y a des projets de déclaration TVA automatique qui pourraient avoir lieu grâce donc à la facturation électronique par le réseau PayPal, et puis également l'échange d'autres documents que les factures. On pourra envisager donc l'échange de bons de livraison, bons de commande, offres et compagnie. Donc tout le flux d'échange de gestion commerciale pourra passer également par le réseau PayPal. Donc beaucoup d'évolutions dans le futur, ce qui, pour ponctuer, m'amène à dire si vous hésitez ou si vous ne savez pas si vous devez être sur PayPal ou pas, faites-le pour prendre le train en marche dès maintenant, de sorte à ce que vous ne soyez pas largué le jour où vous devrez le faire et que le système aurait largement évolué dans 3 4 ans. Donc, plus tôt, plus vite vous vous y mettez, surtout avec des plateformes aussi simples que Docker, mieux vous vous armez pour l'avenir. Ouais, c'est ça, tout à fait, effectivement. Vaut mieux toujours prendre le train en marche, hein, on a cessé de le répéter, et là c'est le cas plus que jamais. Tu fais bien aussi de rappeler que ici on est dans quelque chose qui finalement est européen, parce que comme cette facturation électronique obligatoire, on a commencé à en parler au moment qu'il y avait de nouveaux gouvernements, qu'ils soient fédéraux, régionaux, qui sont arrivés, on a été un peu par ignorance taper ça sur le dos des gouvernements, alors que non, comme tu dis, c'est un projet européen et on va tous y passer. La Belgique étant quand même bon élève finalement à rendre ça obligatoire assez tôt. Oui, oui, hein, on est les premiers. L'Italie embarque également dans certaines entreprises, certains types d'entreprises, mais elles vont accélérer également. Et puis la France, enfin, l'Allemagne, tout le monde y passe, hein, donc c'est qu'une. Voilà, mais c'est clair qu'on a été les premiers de classe. On sert souvent de banc de test pour ce genre de choses parce que on est un petit pays proche du siège de la Commission européenne. On a Bossin, hein, qui est le bras armé digital du fédéral, qui est en contact aussi avec le digital européen. Hein, ils sont tous à Bruxelles, donc évidemment ça facilite les échanges. Et donc ils suivent évidemment la Commission européenne suit de très près l'évolution de la facturation électronique par PayPal. On peut remarquer que le plan d'évolution, de transition est meilleur en France qu'en Belgique, dans le sens où nous, on l'a imposé à tout le monde, on imposait tout au 1er janvier, tandis qu'eux ont déjà un plan d'intégration 1er juillet, progressif, et pour être généralisé au 1er janvier 2027. Donc il y a 6 mois de transition, et je pense à d'autres pays qui ont des transitions plus longues, et je trouve ça plus judicieux en fait. Et bon, voilà. Et justement, ici, ça va faire un mois et demi hein, qu'on est en 2026. Est-ce qu'on a des chiffres, je pense, de savoir un petit peu ce que tu peux nous montrer les chiffres des Belges qui ont déjà passé le pas? Pendant que tu prépares le slide, moi, je vous publie déjà l'enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Ce sont des enquêtes qui sont très précieuses pour nous pour continuer justement à vous fournir des webinaires comme celui-ci, des séances de questions-réponses qui sont adapté à vos besoins. Donc, comme Sandra le dit dans le chat, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On est bien évidemment là pour cela, pour répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, il y a d'autres séances qui sont proposées également. On pourra se retrouver hein, si vous mettez un peu les mains dans le cambouis et que vous avez des questions la semaine prochaine. Revenez car la semaine prochaine, le 19 février, on sera là aussi avec Eric pour répondre encore à toutes vos questions si d'autres questions ont popé entre-temps. Mais donc, ce qui nous permet d'organiser ces webinaires, ce sont les petites enquêtes de satisfaction. C'est votre satisfaction, donc n'hésitez pas à nous permettre de continuer à en organiser. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, nous avons les chiffres sous les yeux. Je te laisse les commenter. Oui, donc en fait, ce sont des chiffres qui ont déjà quelques semaines, mais en fait, ils ne changent pas. Donc, il reste encore une bonne quinzaine de pourcents d'assujettis belges encore à inscrire sur le réseau. En fait, ce qui se passe, c'est que le nombre d'assujettis belges fluctue tout le temps, hein, puisqu'on a des sociétés qui ferment, qui liquident ou qui passent en faillite, et d'autres qui se créent hein, voilà, dans le même moment. Mais donc, voilà, cette proportion de 15% reste sensiblement la même depuis le mois de fin janvier. Et donc, on peut aussi tirer une conclusion aisée, c'est de dire qu'il y a une différence entre être inscrit et faire passer les factures par le réseau.
Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il ne passe pas sur le réseau toutes les factures qui devraient y passer. C'est-à-dire que les gens sont sur le réseau, mais continuent à envoyer des factures par leurs moyens conventionnels. Et donc, c'est là où il y a un travail d'évolution à faire. D'ailleurs, l'administration est un petit peu, je vais dire, en interrogation par rapport à ces problématiques-là et sur la question de la gestion de la sanction, puisque l'application de ces amendes, en fait, n'est pas appliquée sur le fait que vous soyez présent ou non sur le réseau PayPal. Elle est appliquée sur le fait que vous utilisez bien le réseau, quoi, en fait, et donc que vous ne commettiez pas d'infraction par rapport à ça. Donc, à partir du moment où vous faites de l'envoi de facture par un autre moyen que PayPal, alors que c'est entre assujettis belges, là, c'est clair que vous êtes en infraction. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des campagnes qui vont devoir avoir lieu, en tout cas un apprentissage, une automatisation et aussi une amélioration des logiciels pour essayer de généraliser vraiment l'usage de l'outil. Donc tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas plus de 85% des entrepreneurs ont compris qu'ils devaient être présents sur le réseau, mais je vais dire qu'il faut encore mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour que toutes les factures sortent bien par le bon tuyau, quoi. Mm. Justement, est-ce que, au regard de ces chiffres, on a une petite idée de la distinction entre Flandre et Wallonie? Est-ce qu'il y a un meilleur Oui, élève plus que l'autre? oui, alors sur les 15% restants, la majorité sont wallons. Ah. Alors, c'est un petit peu gênant parce que la densité est beaucoup plus forte en Flandre. Donc, on est vraiment, voilà, sur ceux qui restent, c'est un peu embêtant, quoi. Donc, Ils ont vous tous avez la pris le train Flandre, en c'est pas marche encore nous. sûr, là. Ok. On avait aussi eu une question par le passé que, ben, justement, imaginons qu'on fait partie de ces fameux 15% qui ne sont pas dans les clous. Je choisis une plateforme dès maintenant. Finalement, quid des factures précédentes, donc de janvier, finalement, comment est-ce que je vais les recevoir? Est-ce que elles seront déjà intégrées ou est-ce que je vais commencer seulement à les recevoir une fois que j'aurai reçu mon numéro, que je me serai inscrit à PayPal. Enfin, voilà, il y a des gens qui prennent le train en marche, comme on l'a dit, et qui se posent un peu ces questions-là. Oui. Donc, l'inscription sur le réseau PayPal, c'est le logiciel ou la plateforme que vous allez choisir qui va réaliser cette inscription. Donc, vous n'avez pas de travaux d'inscription à faire, par exemple, sur une plateforme PayPal ou sur le site de PayPal, et puis d'aller enregistrer ça sur votre logiciel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le logiciel ou la plateforme que vous allez choisir qui va vous inscrire sur le réseau. Même titre que si on est, vous décidez de changer de plateforme, eh bien c'est le même logiciel, ou ce logiciel que vous aurez choisi, qui vous aura inscrit, sur lequel vous allez devoir vous désinscrire au préalable pour pouvoir vous réinscrire sur un nouveau. Et cette inscription est instantanée. Donc, à partir du moment où vous êtes enregistré sur votre logiciel pour vous inscrire donc, sur la plateforme, sur le réseau PayPal, avec ce logiciel, eh bien, votre inscription est instantanée. Donc, et votre désinscription aussi. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas de rattrapage possible, évidemment. Donc, si vous n'êtes pas présent à un moment donné sur le réseau, il est impossible de vous envoyer des factures tant que vous n'y êtes pas. Et si vous disparaissez du réseau pendant 5 minutes et que pendant ces 5 minutes, quelqu'un essaie de vous envoyer une facture, ben, cette facture n'arrivera pas et votre émetteur aura un message d'erreur, hein. Ouais. Donc, je rappelle que l'envoi de facture par le réseau PayPal, vous recevez un accusé de réception au moment où vous envoyez votre facture, et puis après, quand l'interlocuteur l'a vue, eh bien, vous voyez que cette facture a bien été reçue, hein. Donc, il y a une immédiateté sur le pilotage et sur la visibilité de cette facture présente ou non sur la plateforme de destination de votre client, hein. Donc, ça signifie donc, à travers tous ces éléments, que ce n'est pas possible d'avoir de rattrapage. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous ne récupérerez pas les factures que vous auriez dû recevoir depuis le 1er janvier. Donc ça, il faudra éventuellement demander un réenvoi à vos fournisseurs si vous voulez absolument les avoir par ce biais. Mm. Justement, on parlait des logiciels et Michel anticipe une question que j'allais te poser. Michel, il a deux logiciels de gestion différents. Je ne peux donc pas avoir deux connexions PayPal. Enfin, comment ça se passe au niveau des différents logiciels si on en utilise plusieurs? Donc, une seule réception possible par numéro de TVA et par contre, en envoi autant que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez avoir 10 logiciels différents et 10 plateformes différentes pour facturer, pour envoyer des factures, mais par contre, pour réceptionner, donc avec le même numéro de TVA, hein, et par contre, pour réceptionner, il n'y a que
un seul logiciel, une seule plateforme par numéro de TVA. Ok, je pensais que c'était l'inverse, mais, Non, parfait. réception, un seul, envoi autant qu'on veut. Donc, on peut facturer par exemple avec son e-commerce, on peut facturer à son comptoir de vente, on peut facturer à son bureau, on peut facturer voilà, avec différents outils, donc envoyer des factures à ses clients. Par contre, en réception, on ne sait le recevoir qu'à un seul endroit, quoi, en fait. Hmm. Alors, je vois que Véronique nous dit qu'elle a posé une question par mail juste avant la connexion webinaire. Est-ce qu'elle aura une réponse? Ben voilà, Véronique, je vais vous inviter à la poser ici pour gagner du temps. Je ne sais pas si Sandra peut aller la rechercher. Et donc, Véronique, on attend votre question. Vous pouvez nous la poser dans l'onglet Q&R. On attend votre question. Je vous mets déjà également en attendant cette question et les autres, autres que Véronique, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, hein. On a bientôt fini ce webinaire. Mais déjà, à vous inscrire peut-être à la prochaine séance, donc qui aura lieu jeudi prochain. Je vous mets le lien dans le chat. Et puis alors, je vous laisse aller faire aussi un petit tour du côté du site du SNI, où il y a énormément de ressources qui sont postées sur le site du SNI. Si l'ordinateur veut bien, il est un peu capricieux en cette fin de journée, mon ordinateur. Je te l'ai dit tout à l'heure, Eric, j'avais l'impression qu'il allait décoller telle une fusée. Mais donc voilà, il a l'air un peu capricieux. Mais rendez-vous sur le site du SNI, vous retrouverez énormément de ressources disponibles. Alors, je vois que Sandra nous a envoyé la question dans le chat. Avec un autre logiciel non PayPal français, j'ai encodé des factures de 2025 en 2026. La numérotation, pardon, de la facture s'est faite 2026 001.01, alors que ce sont des prestations de 2025. J'aimerais commencer ma numérotation de facture 2026 de la même façon, avec Accountable, mais cela fera doublon. Vu qu'en tant qu'ergothérapeute, nous ne sommes pas obligés de faire une facture, je suppose que ce n'est pas important. Donc on va prendre déjà cette première question-là. Qu'en penses-tu, Eric? Oui, absolument, c'est moins grave, même si voilà, le législateur demande que la numérotation soit croissante et date croissante. Et donc, on n'est pas obligé de reprendre une numérotation à zéro au début de chaque exercice. Ça peut être voilà, progressif au fur et à mesure du temps. Donc, c'est juste cette question de croissance qui doit être respectée. Effectivement, comme vous n'êtes pas dans ce cas, vous êtes exempté, hein, c'est à nouveau cet article 44. Donc, c'est effectivement pas très, très grave. C'est juste que c'est pas très propre, je veux dire, dans votre un journal de vente. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est effacer les factures sur 2026 et recommencer une rotation avec les nouvelles factures ou créer un nouveau journal. Donc, hein, dans un Countable, vous pouvez créer un nouveau journal que vous appelleriez vente 2, dans lequel vous pourrez remettre ou achat 2, je ne sais plus si c'est pour les ventes ou les achats, enfin peu importe. C'est le même principe. Et donc, et dans ce cas, vous recommencez votre numérotation avec ce nouveau journal et vous abandonnez l'ancien, quoi. Ok. Alors, une autre question. Une facture 2025 encodée en 2026 entre dans la comptabilité de 2025 ou de 2026? Est-ce que la date de prestation ou la date de facturation qui compte? Doit-on encoder ces factures de l'année précédente, donc 2025, avant une date limite en 2026 pour que cela rentre encore dans la comptabilité de 2025? Alors, donc bon, il y a des règles comptables là-dedans, mais ce que ça évoque, en fait, c'est la question de facture à recevoir, facture à émettre. Donc, en fait, c'est une notion comptable qui permet, en fait, d'encoder des factures sur un exercice ultérieur ou antérieur et de dire que ces factures appartiennent à l'un ou l'autre exercice. Donc, on fait un report, une opération diverse à passer d'un compte à un autre, un compte comptable de report qui est dédié à cela, qui permet de dire j'ai une charge qui est encodée sur un exercice et en fait je la reporte sur un autre. Ou j'ai des factures à émettre sur un exercice et je les reporte sur un autre. Donc ça, c'est des notions comptables qui existent. C'est une question d'opérations diverses à passer. Bon voilà, si on utilise Accountable ici, ergothérapeute, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait sa comptabilité seul, en autonomie, hein. Et donc, voilà, il faut parfois prendre contact avec un comptable, de temps en temps avoir un peu d'aide à ce sujet, mais effectivement, on peut avoir une facture datée de décembre et reporter sa charge à janvier, par exemple,
ou une facture de recette et la reporter également sur janvier, ou avoir une recette en janvier et la répercuter sur décembre, par exemple. Tout ça est possible, ouais. Justement, on parle d'Accountable. Quel est ton avis sur cet outil qu'on voit? Ils ont un énorme marketing hein, sur les réseaux sociaux, on les voit énormément. Est-ce que Ouais. c'est un outil qui est fiable pour sa comptabilité? Alors, donc, il n'y a pas de. Voilà, quand on parle d'outils de ce niveau-là, hein, comme tous ceux qu'on a cités aujourd'hui, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Il y a des outils adaptés ou inadaptés. Et donc, ça dépend toujours des métiers. Ici, on parle d'un ergothérapeute. Je me dis pourquoi pas, en personne physique, ça doit être possible. Il faut avoir un peu de notion de comptabilité. Il faut quand même se méfier des investissements, des dépenses en admise et tout ça, parce que les limites de l'usage du logiciel. Allez, c'est un petit peu plus simpliste qu'un des gros logiciels comme Winbooks, Horus, Octopus, Sage. Enfin voilà, on a toute une série de logiciels qui sont plus standards ou plus dédiés aux fiduciaires, qui incluent davantage ces notions, par exemple, de report de charges que je viens d'évoquer. Euh, Ça signifie que parfois ça vaut la peine quand on fait sa comptabilité en autonomie de demander une heure d'un comptable pour venir examiner sa compta et avoir quelques conseils. Hein, et alors de s'assurer que c'est toujours bien adapté à son cas d'usage. Et je vais citer un exemple. J'ai eu une demande pour un terrassier pour utiliser Accountable. Et j'ai dit non, en fait. J'ai dit là, on est tout à fait à côté de la plaque. Et on m'a demandé pourquoi, évidemment. Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a des investissements, et donc des investissements avec du matériel roulant, matériel professionnel, avec des amortissements assez voilà, compliqués même parfois, et puis du matériel roulant en titre privé, professionnel, donc des dépenses non admises, des DENA. Donc là, ça se compliquait un petit peu, et là, Accountable est un peu juste. Et alors, on a déjà eu des expériences dans des bureaux comptables qui recevaient pour la réalisation des déclarations fiscales ou des bilans un dossier avec Accountable et ils ont dû tout reprendre et tout réencoder parce que c'était pas possible, quoi. Le dossier est Euh, trop évolué, quoi. Ben Véronique, elle dit, je fais ma comptabilité dans Accountable, on sait choisir l'année de facturation de la facture, est-ce que cela suffit? J'ai su encoder une facture 2025 avec une bonne numérotation qui commence par 2025. Oui, donc en fait, ça fonctionne par exercice, hein. Donc le tout est toujours d'être sur le bon exercice et la bonne période. Donc si vous encodez votre prestation, enfin votre facture au bon moment, normalement vous n'avez pas de souci. La question c'est de suivre la numérotation des journaux. Et c'est là où ça cafouille parfois, c'est qu'on encode tout à la suite, par exemple sur décembre, et puis on se dit oui mais non, en fait ça, c'est une charge qui doit être portée sur ou une prestation qui doit être reportée sur l'année suivante. Voilà, parce que c'est justifiable pour des questions fiscales. Et dans ce cas, il faut pouvoir passer la bonne écriture, quoi. Hein, donc, mais oui, ça marche par période. Hein, Ouais. voilà. Ok. Alors, ben, on approche tout doucement de la fin de ce webinaire. Michel demande est-ce qu'il y a personne qui utilise Octopus ici? Ben voilà, il est peut-être temps de réseauter s'il y a des utilisateurs d'Octopus. Ouais. Donner aussi un petit coup de main à Michel, pourquoi pas, laissons parler la solidarité ici. Donc s'il y a des utilisateurs d'Octopus dans l'Assemblée, on peut vous mettre en contact avec Michel, n'hésitez pas à vous manifester pour lui donner un coup de main éventuellement, ou ben, comme on l'a évoqué, hein, Eric, se tourner ben, justement vers le support ou vers Oui. la formation ou ce genre de choses pour essayer d'avoir des formations adaptées vraiment à 100%, notamment sur Octopus. Je vois qu'on n'a plus de questions. Merci, je suis prêt à donner mon mail, Michel. Ben voilà, on retient. Et donc, si quelqu'un veut se manifester, si on a un utilisateur Octopus qui a un peu de temps à consacrer à Michel, merci d'avance pour cela. Au secours, courage, Michel, courage. Euh, il est 19h58, je pense qu'on va tout doucement clôturer ce webinaire. Merci encore beaucoup pour les réponses à toutes ces questions, Eric. Comme je l'ai dit, si vous avez d'autres questions qui arrivent en cours de semaine, on sera, le bureau, notre permanence, si je puis dire, sera encore ouverte la semaine prochaine à la même heure, donc ce jeudi 19 février à 19h. On sera là pour répondre à vos questions. Merci d'avoir été là. Merci aussi à Sandra dans le chat pour son aide. Sandra qui vous enverra d'ailleurs tout ce qu'il faut
obtenir, à savoir toutes les ressources, le PowerPoint d'Eric, les replays, les différentes dates des prochains webinaires. Voilà, elle fera ça demain sans faute. Pour l'heure, ben, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Eric pour ton expertise et à Avec bientôt. Bye plaisir. bye. Au revoir, merci.